Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, ils étaient des milliers à rejoindre la place de l'Indépendance au centre de Bamako ce vendredi 5 juin pour demander la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Une manifestation organisée par une nouvelle coalition regroupant un large pan de l'opposition politique qui dénonce la gouvernance du chef de l'État malien. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé le 3 juin la création d'une mission d'appui à la transition au Soudan. La mission de la MINUAT s'étalera sur une période initiale de 12 mois à compter du 1er janvier 2021. Elle a pour mandat d'appuyer les progrès vers une gouvernance démocratique ainsi que la promotion et la protection des droits de l'homme et d'une paix durable au Soudan. Et puis, de 8% de la population mondiale risque de tomber dans la pauvreté en raison des retombées économiques de la pandémie de Covid-19. Le continent africain pourrait être le plus touché selon les projections de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. La pandémie actuelle pourrait pousser 29 millions de personnes dans la pauvreté extrême en Afrique. Mais tout d'abord, une nouvelle attaque meurtrière est survenue dans un village du centre du Mali ce samedi 6 juin. 26 personnes sont mortes à Biné Dama, localité majoritairement Peul. Selon des témoins, les assaillants seraient des militaires. Le ministère de la Défense a déclaré ne pouvoir à ce stade rien confirmer ni infirmer. Cette attaque intervient au lendemain de l'annonce de la mort du leader d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Abdel Malek Droukdal, tué par l'opération française dans le nord du Mali. Une nouvelle attaque qui ne risque pas de calmer les Maliens qui sont descendus par milliers dans les rues de la capitale Bamako ce vendredi 5 juin. Rassemblement qui a eu lieu suite à l'appel d'une alliance de religieux, d'opposants et de la société civile. Objectif réclamer la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir depuis 2013. Sa gouvernance est fortement remise en cause par l'opposition ces dernières années. Le Mali fait notamment face à une crise sécuritaire, économique et sociale sans précédent. Retour sur cette journée dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. C'est les mots qui minent le Mali. La coordination des mouvements et associations de soutien à l'imam Mahmoud Dicko, le Front pour la sauvegarde de la démocratie, un regroupement de plusieurs partis d'opposition dont celui de Soumaïla Cissé et des espoirs malicrois du cinéaste et ancien ministre de la Culture Cheikh Oumar Sissoko ont convié les Maliens à une marche dans les rues de Bamako. Des milliers de personnes ont répondu à l'appel. Tant que les Maliens, les fils du pays, tout le monde savait que ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Bon, si notre chef de religieux, il prend des initiatives pour nous faire regrouper, il dit qu'il a une message pour passer au gouvernement. Moi, je suis là pour ça. Bon, à mon avis, les raisons relèvent de l'évidence. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il y a l'insécurité grandissante quasiment à part l'intérêt des grandes villes à Bamako. L'État n'existe pas, nulle part. Deuxièmement, il y a la corruption endémique, il y a la malgouvernance. Il y a aussi le processus électoral qui vient de terminer, qui n'a pas été vraiment à hauteur de souhait du peuple malien. Pour les organisateurs de ce grand rassemblement, un seul point à l'ordre du jour, la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, réélu en août 2018. Ibeka est éphémère avec Temetlifla. Son régime est éphémère, mais le Mali demeure. De ce grand peuple du Mali, cette grande nation du Mali, bâtisseur des empires et des royaumes, n'est pas un peuple soumis. Non, il n'est pas un peuple résigné. C'est un peuple debout. Les manifestants ont, après la marche, tenté d'atteindre la résidence du chef de l'État, bien sécurisée par les forces de l'ordre. Ils ont simplement été dispersés à coups de gaz lacrymogène par la police.
En Libye, les forces du gouvernement d'union nationale du Premier ministre Fayez al-Sarraj, appuyées par leur allié turc, ont infligé une série de revers aux forces du général Khalifa Haftar, reprenant le contrôle de la totalité de l'ouest libyen. Les forces du GNA continuent leur percée. Ce samedi 6 juin, elles ont lancé une offensive pour reprendre la ville côtière de Sirte, contrôlée depuis janvier 2020 par les troupes rivales de la LNA. Les troupes de Khalifa Haftar perdent de plus en plus de terrain. Ce dernier s'est d'ailleurs dit favorable à un cessez-le-feu à partir de ce lundi 8 juin. Pour rappel, toutes les tentatives d'établir un cessez-le-feu durable ont jusqu'ici échoué. Une nouvelle mission politique verra bientôt le jour au Soudan, intitulée MINUADS, mission des Nations Unies d'appui à la transition au Soudan. Elle a été validée le 3 juin par le Conseil de sécurité de l'ONU. Son principal enjeu, accompagner la transition politique au Soudan, et ce pendant une durée initiale de 12 mois. Kadamesh Katapoulé. Une mission politique pour soutenir la transition au Soudan. Ce mercredi 3 juin, le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé la création d'une autre mission qui sera cette fois-ci déployée à Khartoum. Baptisée MINUADS, Mission des Nations Unies d'appui à la transition au Soudan, elle s'ajoute à la MINUAD, la mission des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour, finalement reconduite à la fin de l'année 2020, alors qu'elle devait s'achever en octobre prochain. Le Conseil décide d'établir, à compter de l'adoption de cette résolution, une mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance à la transition au Soudan pour une durée initiale de 12 mois. La MINUADS veillera à préserver et consolider les gains réalisés au fil des ans et s'appuie sur les travaux de consolidation de la paix déjà effectués par la MINUADS. La MINUADS sera principalement chargée d'accompagner le processus de transition politique dans le pays, déjà enclenché par l'actuel gouvernement dirigé par Abdallah Hamdok. Un gouvernement chargé d'organiser la prochaine élection présidentielle avant la fin de la transition prévue en 2022. Mais cette nouvelle mission n'avait au départ pas fait l'unanimité auprès de Khartoum. Certains responsables politiques craignaient en effet une ingérence de l'ONU au sein de la politique intérieure du pays. Selon certaines composantes de la société civile, la paix n'est pas encore revenue au Darfour, de sorte qu'un retrait de la MINUAD, de la mission des Nations Unies au Darfour, puisse être envisagé. Le problème donc, c'est que cette nouvelle mission des Nations Unies comporte deux objets. Elle n'est pas seulement destinée à aider le Soudan à mettre en place une constitution et à parfaire le processus de transition. Pour le moment, la MINUADS n'a pas encore d'émissaire à sa tête. Il doit être nommé par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le procès de Vital Kamerhe se poursuit en République démocratique du Congo. Le directeur de cabinet de la présidence, accusé de détournement de fonds et incarcéré depuis début avril, a vu défiler à la barre ces 3 et 4 juin plusieurs témoins, dont des anciens ministres. Presque tous ont indiqué avoir agi sur ces instructions. Le point sur la situation dans ce reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Durant 2 jours, le nouveau juge président du tribunal de Kinshasa, dans le procès de 100 jours, a fait défiler plus d'une vingtaine de témoins. Ministres, anciens ministres, gouverneurs de la Banque centrale, membres du cabinet présidentiel, épouses et filles du prévenu Vital Kamerhe. Le but poursuivi est d'établir ou non la culpabilité des accusés sur 3 chefs d'accusation. Je n'ai ni aucune de mes signatures. Ça m'engage et j'assume. Mais cependant, dans ce domaine ici, celui qui valide le projet, c'est la direction générale du contrôle des marchés publics. Et je continue à insister que l'avenant en question, c'était un projet. La lettre de la direction générale du contrôle des marchés publics existe. Elle existe, la lettre existe bel et bien. Il faut d'abord savoir que quand le nouveau président de la République est arrivé,
Monsieur le directeur de cabinet a paralysé notre gouvernement. Le marché incriminé ayant été signé avant la prise de fonction de Vital Kamerhe comme directeur de cabinet. Pour un total de 57 millions de dollars, le patron de l'entreprise Samibo a confirmé la perception de cette somme à la base de ce procès. On se pose cette question, est-ce que c'est de la justice ou est-ce que c'est de la politique? Essayons, nous, de regarder les choses comme des juristes, avec nos lunettes de juristes. Et même si les poursuites ont des causes ou des raisons ou des explications politiques, faisons ensemble, magistrats et avocats, que les grands principes de la justice soient respectés et qu'un homme ne puisse être ni poursuivi ni condamné, évidemment, lorsqu'il n'y a aucune preuve valable contre lui. C'est ce que nous espérons faire dire et juger en RDC. Et pour le reste, je vous laisse le soin des commentaires. En ce qui me concerne, je ne jugerai ni les juges, ni les politiques, ni ceux que je défends, ni ceux qui sont peut-être à l'initiative des poursuites, parce que je ne suis pas juge, je suis seulement avocat. Le procès de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, focalise l'attention de l'ensemble de la population. Principal allié du chef de l'État dans la coalition Le Cap pour le changement, Vital Kamerhe continue de plaider son innocence et croit à son acquittement. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique prédit que la pandémie de Covid-19 pourrait plonger 29 millions de personnes dans l'extrême pauvreté sur le continent. Afin d'éviter la catastrophe, la CEA a détaillé un certain nombre de points essentiels pour le développement des stratégies de sortie de crise post-Covid-19. Stratégie comprenant entre autres le développement de l'économie numérique ou encore la refonte des systèmes financiers des économies africaines. Les précisions de Corinne Kamseux. En Afrique, 29 millions de personnes pourraient subir une extrême pauvreté du fait de la crise sanitaire du coronavirus, selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Même si le continent est loin d'avoir atteint le pic en termes de personnes contaminées, les Nations Unies soulignent que les mesures de confinement établies dans 42 pays africains pour protéger les populations de la pandémie de Covid-19 ont déjà coûté environ 69 milliards de dollars par mois à la région. Ces mesures devraient avoir un impact négatif sur la mise en œuvre du développement durable sur le continent. L'Afrique était déjà témoin de l'impact économique de la crise du Covid-19 avant même son impact sur la santé publique et pourrait voir sa croissance ralentir de 1,8 à 2,6% du PIB, ce qui pourrait plonger 29 millions de personnes dans l'extrême pauvreté. Pour Vera Songué de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, il est important de repenser les fondements de l'économie africaine pour une meilleure reprise après la crise sanitaire. Cela passe par l'amélioration de la gouvernance économique, le développement de l'économie numérique, l'atténuation de l'impact du changement climatique, mais aussi la refonte des systèmes financiers. Je crois que c'est l'occasion de mener une réflexion d'ensemble au niveau du continent pour comprendre que si nous avions notre propre monnaie, on donnerait l'ordre au gouverneur de la Banque centrale d'actionner la planche à billets. D'autre part, au mois de novembre, je crois peut-être le mois de novembre, il y a une date chaque année là qui est la date de l'industrialisation en Afrique. Mais c'est uniquement la forme. C'est l'occasion pour l'Afrique maintenant de penser effectivement. Le Covid doit venir faire remonter en surface l'enjeu majeur de l'industrialisation de l'Afrique. Les dernières statistiques des centres africains de contrôle et de prévention des maladies ont révélé que le nombre de cas confirmés de Covid-19 sur le continent africain a dépassé 158 318, alors que le nombre de décès dus à la pandémie en cours est passé à 4 508 en date du 3 juin. Parlant de stratégie économique, au Tchad, les autorités veulent donner un nouveau souffle à la société tchadienne des postes et de l'épargne. Objectif, promouvoir l'inclusion financière dans les zones reculées du pays où les banques classiques ne sont pas accessibles. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, le gouvernement a lancé la redynamisation de la société tchadienne des postes et de l'épargne. Objectif, permettre à cette société de jouer véritablement son rôle de service public universel, notamment le transfert d'argent et les services postaux. La société veut ainsi faire face à la concurrence du secteur informel et contribuer à l'inclusion financière dans les zones reculées du pays.
Ces différents services permettront sans nul doute à la STPE d'avoir des ressources nécessaires et d'être fiable. Parmi les services dont je faisais allusion, il y a le transfert d'argent qui est actuellement dominé par l'informel. Donc la STPE, à partir d'aujourd'hui, les Tchadiens peuvent venir et envoyer des fonds à toutes les destinations, que ce soit nationales et internationales. La société tchadienne des postes et de l'épargne a dévoilé de nouvelles gammes de services, notamment la distribution express des courriers pour entreprises et l'ouverture de plusieurs guichets à chèques postaux améliorés. Avec l'avènement de l'e-commerce, la société a aussi commencé son processus de digitalisation pour satisfaire sa clientèle en ligne. Nous avons également les postes express, c'est-à-dire pour le dépôt et les enlèvements des courriers, surtout les courriers d'entreprise. Ça nous permettra d'être quand même à l'heure aujourd'hui où on parle du e-commerce. Donc c'est le moment où jamais il faut qu'on se prépare. Et c'est pourquoi nous avons lancé les services au niveau de N'Djamena et puis très rapidement nous allons les déployer sur l'ensemble du territoire national. Pour rappel, le gouvernement a rendu obligatoire la souscription aux boîtes postales pour toutes les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Ainsi, la société a inauguré son siège social aménagé pour offrir un cadre approprié et des services diversifiés adaptés aux exigences de la clientèle. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.